Saga Storyfy présente Cortom Biotech Inc. Écrit par Alex Milneau, lu par Florian Jutan. Première partie, la Gorgogne. Chapitre 1. Sortie 29, Redwood City. Mardi, 8h21. Un contrôle routier, c'était comme jouer à la roulette. Tous les flics américains le savaient. On pouvait aussi bien tomber sur une femme enceinte en train d'accoucher que sur un couple de personnes âgées désorientées, ou encore un dealer prêt à défendre son chargement à l'arme automatique. Chaque fois qu'un policier émergeait de son cruiser et approchait dans le rétroviseur d'une voiture, il était à l'affût du moindre indice augurant de ce qui l'attendait. Avec une inquiétude lancinante au fond du crâne, « Est-ce aujourd'hui que je prends une balle ?» En 2031, si on patrouillait sur les routes américaines, on se retrouvait vite au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, si on patrouillait l'esprit ailleurs et la bouche pâteuse à cause d'une bonne cuite, comme Brad ce matin-là, on avait encore plus de chances que les choses dérapent. Brad, dit Gawain, était sergent dans la California Highway Patrol depuis 18 ans et avait déjà effectué plus de 25 000 traffic stops. Un chiffre dont il était fier. C'est presque autant de vies sauvées, disait-il parfois. Brad exagérait un peu. Une habitude qu'Aileen, sa femme, avait trouvée mignonne lorsqu'ils s'étaient rencontrés, qu'elle avait prise en grippe par la suite, pour finir par la détester, voire la craindre. Brad savait bien que personne n'était dupe lorsqu'il se donnait de l'importance en manipulant la réalité. Mais il ne voyait pas le mal. Après tout, il œuvrait pour la patrie, pour la grandeur de l'Amérique. Il n'avait pas le droit d'enrober un peu l'implacable normalité de son existence? Si on l'écoutait, depuis le début de sa carrière, il avait saisi des dizaines de kilos de drogue, mis hors d'état de nuire des criminels violents, résolu d'innombrables conflits conjugaux et, 10 ans auparavant, trouvé l'amour. En réalité, ses prises dépassaient rarement la taille d'une bille. L'homme le plus dangereux qu'il ait capturé lui-même était ivre-mort et n'avait même pas été capable d'atteindre son arme. Par ailleurs, déchargé. Sa façon de résoudre les conflits consistait à enfermer arbitrairement l'un des protagonistes, et l'amour qu'Aileen éprouvait pour lui avait duré 1 an tout au plus. Alors qu'il s'avançait vers le passager du pick-up Ford F-190 noir immatriculé au Nevada, qu'il venait d'arrêter par ce matin chaud de juin, le policier ressassait antérieurement la violente dispute qu'il l'avait opposée à Aileen quelques heures plus tôt. Une sombre histoire de bol qu'il avait laissé traîner sur la table en partant, sans se donner la peine de le mettre dans la machine à laver. « Mais range-le, toi ! T'as que ça à foutre !» avait-il répondu à son épouse qui le lui faisait remarquer. Elle l'avait pris de travers, allait savoir pourquoi. Et le petit objet de faïence s'était transformé en projectile pour échouer sur le battant de la porte d'entrée. Là où se trouvait la tête de Brad un instant auparavant. Aileen était vraiment folle, pensait le policier en approchant de la vitre teintée qui se baissait lentement. Et puis, qu'avait-il dit de mal? C'était pourtant bien vrai qu'elle n'avait que ça à faire. Elle qui avait perdu son job d'infirmière à cause d'une dépression, alors que lui était quand même aussi proche d'être un héros qu'humainement possible. D'ailleurs, à propos de quoi pouvait-elle déprimer? Elle qui vivait avec un policier que le moindre passant remerciait pour son service à la communauté. Parce qu'il n'était pas souvent à la maison, comme elle le lui reprochait tant? Parce qu'il ne discutait plus? Brad ne comprenait pas qu'elle fasse semblant de le découvrir. Il en parlait fréquemment à ses collègues autour d'une bière, et ils étaient unanimes. Pourquoi fallait-il que les femmes de flics trouvent leur job merveilleux lorsqu'ils se rencontraient, pour finir par critiquer leur inévitable absence et silence quelques années plus tard? Non, vraiment, Aileen était dingue. L'esprit de Brad était totalement accaparé par sa rancœur. Et c'est la raison pour laquelle, oubliant les consignes de sécurité les plus basiques, il n'avait pas immédiatement dégainé son arme lorsque la portière de l'immense pick-up sombre s'était entr'ouverte, ni même réagi quand le canon d'un AR-15 était apparu. Quelques minutes plus tard, on le retrouva mourant, le nez dans la terre, baignant dans une tache de sable ensanglanté, sur le bord de l'Interstate 280, près de la sortie 29, vers Redwood City. Et ses collègues n'eurent connaissance des événements ou de son état d'esprit
que grâce à la caméra présente sur son véhicule, qui perçut les derniers mots que le policier prononça jamais, en s'extrayant rageusement de l'habitacle. Quand même. Quelle chieuse. Chapitre 2. Cortom, Biotech, INC. Mardi, 10h28. Lorsqu'Aileen arriva aux urgences du Sequoia Hospital de Redwood City, elle ne pleurait plus. En fait, elle n'avait pas beaucoup pleuré. C'était sans doute la raison pour laquelle le lieutenant Duncan, qui était venu la chercher à son domicile, la regardait étrangement. Lorsqu'elle l'avait découvert devant sa porte, droit comme un i, les mains nouées, les sourcils arqués, en une expression désolée, elle avait compris immédiatement. Ses jambes s'étaient soudainement refusées à elle, et le géant afro-américain l'avait attrapée au vol pour l'aider à s'asseoir sur le banc que protégeait le porche de sa bicoque de bois blanc. Il avait alors beaucoup parlé. De choses techniques, d'abord. Où Brad avait été touché. Comment c'était arrivé. L'état dans lequel on l'a trouvé. Le pronostic désastreux des médecins. Puis, il s'était emporté, débordant de rage, évoquant les recherches en cours, la vengeance qui ne manquerait pas de venir. Il le promettait, le jurait même. Enfin, il avait parlé de Brad, d'esprit de service, de don de soi, de tout le bien que fait la police. Il avait certainement remarqué qu'Aileen ne l'écoutait pas, mais ce n'était pas grave. Il devait avoir préparé son discours. Et peut-être n'était-il que trop heureux de le débiter au pas de charge, avant que la future veuve n'ait le temps de s'effondrer complètement. Aileen était dans un autre monde, et la réalité dans laquelle son corps maigre encaissait les paroles du lieutenant lui semblait lointaine, cotonneuse comme un rêve. Il n'y avait pas de lueur dans son regard, pas plus que de mouvement dans ses membres. Lorsque Duncan finit par se taire, elle fut rappelée sur terre par le vide qu'il avait laissé. Elle aperçut ce bel homme, la cinquantaine bien portée, aux yeux de miel et à la moustache rassurante, qui l'observait avec inquiétude. Alors seulement, elle s'était mise à pleurer. Que pouvait-elle faire d'autre? C'était la réaction qui était attendue de la part d'une femme de flic, à qui on fait l'annonce tant redoutée. Mais Aileen ne ressentait pas de peine, seulement un choc. La nouvelle l'avait frappée, plus sûrement qu'un coup de poing dans le ventre, nouant ses entrailles. Mais elle n'était pas triste, non. C'était autre chose qui dominait son esprit, et tentait de se frayer un passage jusqu'à sa conscience. Une émotion apaisante, un souffle qui s'était emparé d'elle comme si elle n'avait pas vraiment respiré depuis 10 ans. Se pouvait-il que ce soit du soulagement? Non, non, impossible, pensa-t-elle. Elle n'en avait pas le droit. Ce n'était pas respectueux. Ce n'était pas convenable. Et pourtant, lorsque le corps d'Aileen avait manqué de s'affaler sur le sol, c'était parce que la tension générée par ce mariage insupportable l'avait quittée en un instant, la laissant seule affronter la gravité terrestre. Elle-même n'avait pas compris jusqu'à cet instant à quel point elle était malheureuse. Alors oui, elle n'avait pas beaucoup pleuré. Juste assez pour donner le change, pour faire ce qu'on attendait d'elle, pour rassurer le lieutenant. Duncan se gara devant la bâtisse blanche. L'hôpital était construit tout en longueur, entouré de parterres de fleurs et de pelouses bien taillées. Une illusion d'ordre et de calme pour circonscrire ce lieu où s'exprimait le chaos de la maladie. Il y avait peu d'étages, mais on suspectait que, sous l'asphalte de l'entrée, existaient de nombreux niveaux souterrains. En fait, on aurait dit les bâtiments de ces ambassades américaines de pays en guerre, édifiés sur le modèle des icebergs, car majoritairement sous le sol. Pour Aileen, le Sequoia Hospital, comme tous les hôpitaux, était le consulat du drame et de la maladie. Un endroit de malheur où l'on parque cette dimension de la vie pour se détourner de ce qu'on ne veut pas voir et tenter de l'oublier. En franchissant les portes vitrées des urgences, la jeune femme pénétrait en territoire ennemi. Elle avançait d'un pas glissant, ses pieds osant à peine quitter le sol. Lorsque Duncan lui mit la main dans le dos, on aurait dit qu'il traînait une statue. Si elle avait pu, Aileen aurait volontiers marché à reculons. Partout,
elle croisait les regards tristes des collègues de Brad. Lorsqu'elle effleurait leurs mines abattues, Il tentait de sourire, pour la rassurer sans doute. Un seul évita les yeux bleus de la jeune femme. C'était Marcos Hoya, sergent comme Brad, dont il avait été l'un des plus proches amis. Un type mignon mais un peu simplet, venu du Texas, avec qui Aileen avait eu une brève relation extra-conjugale quelques années auparavant. Elle se souvenait du corps doux et chaud de cet hispano-américain qui envoyait tous les mois les 2/3 de sa solde à son épouse, restée au Texas avec leurs enfants pour ne pas quitter sa famille, qui habitait l'autre rive du Rio Grande. Elle avait tellement adoré faire l'amour avec lui qu'il la caressait au lieu de la gripper, l'enlaçant au lieu de la posséder, l'écoutait au lieu de la brimer. Ces moments restaient délicieux dans l'esprit d'Aileen, des oasis sucrées dans la mer acide de son existence. Elle avait mis fin à leur coucherie au bout de 3 semaines, dévorée par la honte, effrayée aussi à l'idée de ce que Brad pourrait tenter s'il découvrait leur trahison. Car c'était un homme violent. et même si son agressivité ne s'était manifestée physiquement que depuis quelques mois, Aileen avait toujours su de quoi son mari était capable. Tout avait commencé par des phrases plus dures, tranchantes, conçues pour faire mal. Puis, il eut sa façon de faire l'amour, brutale, égoïste. Et enfin, ce soir où, en plein acte, il lui avait subitement asséné une claque. Aileen avait bondi, hurlé, menacé. Il s'était platement excusé, prétextant un geste incontrôlé, un produit dérivé, imprévu, du plaisir qu'elle lui donnait. La jeune femme aurait dû comprendre tout de suite que cette association entre la force et la félicité était là pour durer, qu'elle venait seulement de vivre les prémices de ce qui l'attendait, le moment où l'eau se retire, annonçant un tsunami. Brad recommença, bien entendu, et ses regrets devinrent évasifs, à mesure qu'il entamait la capacité d'indignation de son épouse. Un jour, alors qu'elle s'était enfuie dans la salle de bain dès qu'il eut relâché son étreinte pour prendre une douche, avant de s'enduire de crème qui limiterait les marques, il avait même suggéré une clope au bec, qu'elle avait appris à aimer ça autant que lui. Sinon, pourquoi ne disait-elle plus rien? Aileen, elle, comme toujours, était ailleurs. Hors de son corps, elle regardait du coin de la pièce, cette brindille brune aux fesses et au cou rougi se frotter frénétiquement. Cette femme, même plus belle, qui se négligeait pour essayer d'échapper au désir du prédateur et qui tentait désespérément de laver les traces de son échec, cet objet qui ne pouvait pas être elle. Depuis peu, elle avait inauguré une nouvelle stratégie, soufflée par l'une de ses rares amies, donner le change, lui montrer de quel bois elle pouvait, elle aussi, se chauffer. Le bol qu'elle lui avait balancé, ce matin-là, servait cet objectif. Mais Brad s'était seulement retourné vers elle, les yeux glacés, marmonnant furieusement qu'elle avait de la chance de ne pas avoir taché son uniforme. Et il était parti, laissant Aileen à son nettoyage et à ses larmes. Sincère, celle-ci, car elle désespérait de trouver la moindre aspérité par laquelle prendre son mari. Lorsqu'elle arriva aux soins intensifs, une petite troupe l'attendait. Plusieurs colosses en grande tenue, au ventre en forme de barrique, dont la circonférence était proportionnelle au nombre d'étoiles qu'ils avaient sur le col, se retournèrent vers elle. Ils côtoyaient des médecins aux yeux fatigués, discutant avec un grand type en pyjama et bonnet bleu foncé, qui ressemblait à un chirurgien. Il y avait aussi une femme en pantalon et chemisier noir, qui ne semblait appartenir à aucun des 2 autres groupes. Duncan déposa Aileen au milieu de la meute, et elle fut immédiatement assaillie de paluches et de bises, accompagnée de paroles qu'elle n'écouta pas. Lorsque les policiers eurent fini avec elle, on la livra au médecin. La jeune femme retint de leur récit que le gilet de Brad n'avait pas arrêté les balles de l'AR-15, qui avaient donc lacéré le corps de son mari. Là, un des mammouths à étoiles revint à la charge, précisant que la brigade faisait de son mieux pour fournir un matériel apte à protéger ses patrouilleurs. Mais qu'après tout, c'était du 5,56 mm, un truc de fou. Des projectiles de la taille d'un doigt, conçus pour des zones de guerre, qu'il essayait de se doter de vestes lourdes, mais qu'elles coûtaient une fortune. $2000. Se rendait-elle compte?
Sur un geste du médecin, le chef de la California Highway Patrol s'éclaircit la gorge pour garder une contenance. Puis il bredouilla « En tout cas, cela n'arrivera plus jamais », sans qu'on puisse savoir s'il s'agissait d'une promesse ou d'une prière, et s'éloigna de nouveau. Le discours médical reprit alors. Eileen comprit que l'un des poumons de Brad avait été perforé et devait être enlevé au plus vite, que son cœur avait été épuisé par l'hémorragie, que son époux n'avait plus de foie ni d'estomac, plus vraiment de rein non plus. Bref, on pouvait l'opérer, tenter le tout pour le tout, essayer des greffes, mais il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Brad mourrait selon toute probabilité pendant l'intervention. Eileen vivait la scène à l'extérieur de son corps, et de là où elle était, son esprit pouvait enfin souffler. Son calvaire était presque fini. Il ne lui restait plus qu'à accompagner les derniers instants de son mari, permettre à toutes les huiles de la police de se rassurer en venant lui faire son cinéma, et elle serait libre. Libre de vivre sans peur et de se reconstruire. C'est alors qu'elle vit la femme en noir s'approcher d'elle. Elle avait été rejointe par un homme en costume qu'elle n'avait pas aperçu jusqu'alors, qu'elle reconnut pour être le gouverneur de l'État de Californie. « Madame Gawain, je suis de tout cœur avec vous, » dit-il en lui prenant la main. « Ce qui est arrivé à votre mari est une horreur, une maladie chronique de notre pays, à laquelle nous devons mettre fin. Je vous assure que je ferai tout pour que cela ne se reproduise pas. » Eileen répondit par un hochement de tête, distrait, car elle ne pouvait pas décoller ses yeux de celle qui se tenait derrière lui. Cette femme était jeune, peut-être même pas la quarantaine, mais elle avait déjà une telle maturité dans le regard, un éclat qui captait l'attention, soutenu par un visage affable. Elle souriait à Eileen. Voilà ce qui l'avait fascinée. C'était la seule personne de la pièce qui n'arborait pas la mine grave de rigueur. Lorsque le gouverneur lui fit un signe, elle s'avança franchement, comme si il lui avait fallu une infinie patience pour attendre son tour. « Eileen, pardon, » se reprit-elle. « Je peux vous appeler Eileen ? » ?»« Oui. »« Eileen, mon nom est Terence Page. Je suis la fondatrice et dirigeante de Cortom Biotech. »« Terence ? » ?»« Oui, sourit-elle. Mon père voulait un garçon. » Elle eut une manière de hausser les épaules qui amusait Eileen. Elle était si belle, si fraîche, si droite, et sans doute si intelligente. Tout ce que la femme de Brad n'était plus. Cortom, murmura-t-elle. Biotech, oui. C'est normal que cela ne vous dise rien. Nous ne souhaitons pas être trop connus. Enfin, pas encore. Je suis venu vous annoncer que nous avons un programme de recherche très avancé avec l'hôpital de Stanford. Ce n'est pas très loin d'ici. Nous pourrions y être en quelques minutes d'hélico. J'en ai un de près sur le toit. Le gouverneur lui effleura subtilement le bras, et la femme en noir comprit qu'elle s'égarait. Elle se passa la main dans les cheveux. « Bref, » reprit-elle en contenant mal son excitation, « Eileen, je crois que je peux sauver votre mari. » Chapitre 3. Les rêves de Terence. Mardi, 10h48. Eileen avait coulé vers le sol, perdant lentement toute cohérence musculaire, comme une statue de glace devant un brasier. On supposa qu'elle avait été submergée par l'émotion, par la joie d'apprendre qu'il restait un espoir pour sauver son mari, et le gouverneur adressa un regard courroucé à Terence Page, qui n'avait pas su comment réagir quand la jeune femme s'était soudain transformée en poupée de chiffon. « Vous n'auriez pas pu aller un peu plus doucement, non ?» grommela-t-il à la start-upeuse qui répondit ahurie par un haussement d'épaule. Puis il pensa enfin à s'incliner vers Eileen, à moitié consciente, que le lieutenant Duncan observait de loin. « Elle m'a fait la même chose chez elle. Elle est très touchée, évidemment, » dit-il en se retournant vers ses supérieurs. « Évidemment, » acquiescèrent-ils en canon, secouant leurs grosses têtes de manière affectée. Ils avaient raison. Eileen était très affectée, mais peut-être pas comme il l'imaginait. Personne, d'ailleurs, n'avait pensé à la laisser respirer, encore moins parler ou poser des questions. Depuis qu'on avait sonné à sa porte,
Il se déroulait sous ses yeux une histoire dont elle était passagère. Tout était écrit d'avance. Les rôles étaient distribués, les répliques calibrées, les mines d'usage préparées. C'était une pièce qu'on jouait malheureusement trop souvent aux États-Unis. Et chaque fois, l'ensemble des intervenants se réfugiaient dans ce canevas, espérant reconnecter les événements à une forme de normalité. En leur donnant une place dans le grand cirque des sociétés humaines. Aileen, elle, était seule à improviser. Et c'était bien d'asphyxie qu'elle avait souffert en entendant les paroles de Terence. Elle, qui se voyait déjà libre, avait senti en un instant le collet du piège se refermer sur son cou et, dans un accès de fureur désabusé, son esprit avait cessé de fonctionner. L'une des médecins, une femme aux mèches teintes en vert, s'était penchée sur elle et avait réclamé qu'on s'écarte pour lui donner un peu d'air et qu'on apporte de l'eau. Les grands pontes avec qui elle discutait se regardèrent, cherchant lequel d'entre eux exécuterait cet ordre. Mais, comprenant qu'aucun n'en avait l'intention, ils eurent une illumination collective et pivotèrent tous vers une infirmière qui détala en quête d'un calice de plastique rempli de liquide salvateur. « Il va lui falloir du temps, dit la doctoresse, qu'Aileen entendit au travers des ténèbres dont elle émergeait. « Nous n'en avons pas, répondit Terence. « Vous avez vu son état? S'il passe la nuit, c'est un miracle. Oh, putain !» La start-upeuse venait d'apercevoir les billes azur de l'épouse de Brad braquées sur elle. « Pardon, Aileen, je ne voulais pas... » « Ce n'est rien, murmura la jeune femme. « Comment vous sentez-vous » demanda la médecin, alors qu'arrivait enfin le verre d'eau. Aileen but une longue gorgée. Elle ne savait que répondre. « Bien, merci. J'ai compris que si je gagne un peu de temps, je ne vais peut-être pas retourner en enfer. » Non, impossible d'exprimer ce qu'elle ressentait vraiment. « Mieux, merci. » Elle se redressa, aidée par plusieurs paires de mains, et dirigea à nouveau son attention vers Terence Page. « Comment ?» La fondatrice de Cortum Biotech s'assit sur le sol devant la jeune femme, retrouvant son professionnalisme. « Êtes-vous certaine d'être prête à entendre ce que j'ai à vous dire ? Je vous préviens, ça va être difficile. Je peux vous laisser quelques minutes si vous le souhaitez. Si j'ai bien écouté, le temps presse, et je doute que ce que vous avez à me dire soit plus violent que le reste. » « C'est vrai. » « Bien. En fait, maintenant que j'y pense, l'idéal serait que vous acceptiez de me suivre jusqu'à l'hélico. Ainsi, je pourrais non seulement vous expliquer, mais en plus de cela, vous montrer ce que je vous propose. » « Me montrer ? » ?»« Oui, à l'hôpital de Stanford. On en a pour quelques minutes à peine. Et tout sera beaucoup plus parlant pour vous. Car vous allez voir, c'est un peu difficile à croire si l'on n'a que ma parole. Si vous êtes convaincu, nous reviendrons ensuite chercher votre mari. Avec l'aide du gouverneur, de la médecin et de Terence, Aileen se remit péniblement sur ses jambes. Ce voyage était du pain béni pour elle, qui devait laisser le temps s'écouler de manière crédible, car il jouait en sa faveur. « J'accepte de vous suivre, mais avant, je veux embrasser mon mari. » La start-upeuse acquiesça d'un hochement de tête en s'efforçant de masquer ses trépignements. On introduit Aileen dans la chambre et la porte se referma doucement derrière elle. L'atmosphère étrangement paisible de la pièce surprit la jeune femme. Il était presque 11 heures du matin et le soleil californien projetait un pinceau de lumière jusqu'au corps inerte de Brad. Il était allongé sur le dos, bandé de toutes parts, entouré de machines et de tuyaux qui émergeaient de lui par de multiples orifices, naturels ou non. Son visage était calme, détendu, et l'astre du jour dessinait sur lui un halo doré, presque angélique. Mais si Brad avait toujours été beau, lui qui prenait soin de sa peau plus que sa femme et ne ratait jamais une séance de sport ou de musculation, ce n'était pas un ange. Aileen fit le tour du lit et baissa les stores, de manière à ce que la clarté n'atteigne plus son époux. Lorsqu'elle se retourna vers lui, elle fut satisfaite. L'ombre convenait bien mieux à cet homme qui l'avait tant fait souffrir. Si elle avait pu, sans risquer d'attirer l'attention des médecins et des infirmières, elle l'aurait même condamné aux ténèbres. Puis, sans un mot, elle sortit et emboîta le pas pressé de Terence Page. Lorsqu'elle arriva sur le toit, Aileen réalisa que la start-upeuse avait été modeste en parlant d'hélicoptère.
Ce qu'elle avait devant elle était un quadcopter, flambant neuf, d'un noir brillant aux reflets flavescents. Ses 4 rotors articulés, par leurs mouvements fluides, lui donnaient des airs d'insectes majestueux, comme si seule la nature était capable d'accoucher d'une telle merveille. La femme se laissa guider jusqu'à la cabine. Une porte arborant le nom de l'entreprise, ainsi qu'un logo qu'Eileen trouva magnifique. Un simple trait bleu dessinant une foison de connexions dont jaillissait le contour d'un visage s'ouvrit devant elle. Terence s'assit en face et l'appareil décolla immédiatement. C'était la première fois de sa vie que l'épouse de Brad montait dans un tel engin et elle ne put s'empêcher de regarder par la fenêtre, alors qu'il s'élevait pour glisser par-dessus l'une des bandes de terre les plus chères des États-Unis. Sous les pieds d'Eileen se succédaient des maisons qui n'avaient l'air de rien, mais valaient chacune plus d'1 million de dollars. Un cadeau empoisonné des start-up de la baie qui avaient reclus ceux qui ne travaillaient pas pour elle. Les vrais Américains, disait Brad, en dehors de la ligne San Francisco-San José. Eileen et son mari étaient ces gens-là, qui habitaient la dangereuse Santa Cruz, 45 kilomètres plus au sud. « C'est un bel appareil, n'est-ce pas ?» demanda Terence, sans doute pour engager la conversation. « C'est un bel Nexus PT-140, leur dernier né, extrêmement silencieux. Vous avez remarqué qu'on n'a même pas besoin de casque pour s'entendre ?»« Ah non, je n'avais pas remarqué, répondit pensivement Eileen. Il est sympa, oui. » Alors qu'elle inspectait plus attentivement la cabine, elle constata qu'elles étaient seules à bord. « Attendez, mais où est le pilote ?» s'écria-t-elle en agrippant son siège. Terence s'éclata de rire et se pencha vers Eileen pour couvrir sa main d'une paume douce et rassurante. « Plus besoin de ça, voyons. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en totale sécurité. Au moindre souci, un navigant de chez Bell prend immédiatement le contrôle de la bécane à distance pour gérer le problème. Mais ça n'est encore jamais arrivé. Et pourtant, je peux vous dire que cela fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé ma voiture. Je passe presque ma journée dans cet hélico. » Eileen ne répondit rien. Elle avait honte d'être à ce point insignifiante face à cette femme à qui, manifestement, tout réussissait, au point qu'elle vivait presque dans un monde parallèle. « Bien. Eileen, vous vouliez que je vous en dise un peu plus sur Cortome, n'est-ce pas ? » « J'aimerais comprendre ce que vous me proposez exactement, oui. » Alors, j'ai fondé cette entreprise il y a 5 ans, avec une idée simple. Je pars du principe que la mort n'est qu'une maladie, comme les autres, et je veux y trouver un traitement. Je ne suis pas sûr de bien saisir, bredouilla Eileen en observant du coin de l'œil le centre de Redwood City, derrière laquelle apparaissait l'eau verdâtre de la baie. Notre objectif est de prolonger la vie le plus possible, voire de mettre fin à la mort. Eileen ne put s'empêcher de pouffer. Ce faisant, elle retrouva le regard d'obsidienne de Terence, qui ne riait pas du tout. Au lieu de cela, elle accueillit la réaction de la jeune femme avec un rictus agacé. « Pardon, mais ça me semble tellement... »« Fou ?» répliqua l'autre. « Oui, bien entendu. Et ça l'est un peu. Mais vous savez, Terry Gilliam a écrit « La folie, c'est la loi de la majorité. » Et ce n'est pas parce que cette majorité a décrété que la mort était notre immuable destin commun que je suis obligé de m'y conformer. D'ailleurs, j'ai été suivi dans ma quête par beaucoup de gens, parmi lesquels de vrais génies de notre temps. Sinon, comment croyez-vous que je pourrais m'offrir ce bel appareil ou les locaux que vous êtes sur le point de visiter ? Ne vous méprenez pas. Je suis une fille du Midwest. Même si j'en ai perdu l'accent, mon père était fermier et je n'ai jamais connu ma mère. Je ne suis pas une extraterrestre ni un cliché, Eileen. Et si vous me laissez expliquer, vous verrez que cela a beaucoup plus de sens que vous ne le pensez. Alors que Terence enchaînait les phrases à un rythme de plus en plus rapide, à la manière d'une salve de mitraillette, Eileen se colla à son siège. Elle avait décelé dans la voix de la dirigeante cette force, cette colère sourde, qui possédait parfois l'esprit de ceux à qui la vie n'avait pas fait de cadeau. Brad était fait de ce bois, et son épouse ne savait trop bien ce dont ce genre de personne était capable. Papa m'a cassé le nez, une fois. J'ai juste plus jamais fait la même connerie, lui avait-il expliqué, un soir, en lui tendant un pain de glace, alors que sa main était partie. Un peu vite, désolé, comme il disait.
Pour la première fois, Aileen se demanda si elle ne devait pas craindre cette femme. En leur donnant une place dans le grand cirque des sociétés humaines. Chapitre 4. Barney. Mardi, 11h52. Terence Page se rendit immédiatement compte de son erreur. Elle retrouva un sourire rassurant et s'inclina pour effleurer les poignets de sa passagère. « Excusez-moi, Aileen, je m'emporte parce qu'il est parfois difficile d'entendre les mêmes objections encore et encore. » « D'accord. » L'épouse de Brad avait répondu machinalement. Mais elle retira tout de même ses mains pour les croiser sur un genou. Elle se recula dans son siège, la mine effarouchée. Qui était vraiment cette fondatrice d'obscure start-up dont elle ne savait rien et qui avait fait irruption dans sa vie à un moment critique, en ayant visiblement des plans très précis pour son avenir et celui de Brad? Comment s'était-elle laissée si facilement et rapidement convaincre de monter dans son hélicoptère? Le gouverneur était arrivé très vite, non? Aileen était entrée dans l'hôpital moins de 3 heures après l'accident de Brad et Sacramento était à presque 150 km de là. Comment avait-il fait pour se pointer avant elle? Même s'il était venu par la voie aérienne, il avait dû partir immédiatement, dès qu'il a appris la nouvelle. Faisait-il cela pour tous les malheureux flics qui se faisaient flinguer? En Californie, 2 à 3 policiers mouraient par semaine. Si le gouverneur se déplaçait pour chacun d'eux, il ne pourrait plus honorer ses autres engagements, non? Les questions s'entrechoquèrent dans l'esprit d'Aileen, et l'angoisse la gagnait. Sa respiration s'accélérait et elle sentait une perle de sueur glisser le long de sa tempe. Terence fit mine de ne rien remarquer et poursuivit son récit. Je vais vous faire rapidement l'histoire de notre entreprise. Dès le début, nous avons beaucoup investi dans la recherche sur les cellules souches. Vous le savez certainement, on peut aujourd'hui recréer votre cœur, vos poumons, votre foie et bien d'autres organes à partir de cellules prélevées dans votre sang. C'est assez simple Et ne prend que quelques semaines. Simple, relança Aileen. Qui se concentrait sur les paroles de la start-upeuse pour tenter de se calmer. Entendons-nous. On parle là pour des gens qui ont les moyens, et tant que ça concerne un nombre très limité de personnes. Je vois. En tout cas, chez Cortom, nous nous sommes très vite spécialisés sur un type de cellules qu'on ne parvenait pas aisément à recréer, les neurones. Ce sont les cellules du système nerveux. Je sais ce que sont les neurones, se cabra Aileen. Oui, bien sûr, pardonnez-moi, répondit Terence, sans vraiment interrompre son flot de paroles. Donc, les neurones. Le problème de ces cellules, c'est que nous avons mis beaucoup de temps à comprendre comment elles sont organisées, la manière dont elles se construisent sur leur réseau et pourquoi. Il y a une forme de graal de la médecine et de la biologie que poursuivaient des milliers de chercheurs depuis un bon moment, la capacité à reproduire le connectome d'un être humain. Le quoi? Le connectome. C'est la carte de toutes les connexions neuronales d'un cerveau. Le plan de votre cortex, si vous voulez. Nous étions persuadés qu'une fois que nous saurions représenter, pour chaque personne, le dessin précis de son connectome, nous pourrions plus facilement utiliser nos neurones, synthétisés grâce à des cellules souches pour aider le tissu cérébral à se régénérer. Et vous y êtes parvenu? Oui. Enfin, non, se reprit immédiatement la start-upeuse. Mais ce n'est pas grave. Ah, car en faisant nos recherches, nous avons trouvé un moyen d'injecter des cellules nerveuses toutes fraîches dans le cortex et qu'il s'occupe lui-même de les insérer au bon endroit dans sa cartographie interne. Oh. Et comment avez-vous accompli ça? Terence afficha un sourire entendu. C'est un de nos plus grands secrets, car nous sommes les premiers à avoir réussi cette prouesse. Donc, vous me pardonnerez de ne pas entrer dans trop de détails. D'accord, mais quel est le rapport avec mon mari? L'appareil venait de dépasser les hauts bâtiments ultramodernes de l'hôpital Stanford. Il effectuait une longue courbe pour perdre de l'altitude et se poser sur son héliport. Ce faisant, il survola le Stanford Stadium, où Brad, emmené Aileen, regardait jouer les Cardinals au début de leur relation. Elle le voyait encore, debout, entièrement vêtu de rouge, applaudissant de toutes ses forces quand la fanfare entonnait « All right now ».
le champ de guerre de cette équipe de football universitaire que son mari adorait. Ils étaient heureux à cette époque-là. Elle existait de ce temps-là. Laissez-moi finir. Vous allez comprendre rapidement, continua Terence, qui ne portait pas la moindre attention au paysage. Donc, notre grande découverte nous a ouvert la possibilité de prolonger la vie d'un cerveau d'au moins plusieurs décennies. Mais nous nous sommes heurtés à 2 problèmes majeurs pour aller à l'étape suivante. La jeune femme se contenta d'un hochement de tête pour encourager son interlocutrice à poursuivre son raisonnement. La conscience, tout d'abord. Nous savons recréer des neurones, entretenir un cerveau, mais nous n'avons toujours pas la moindre idée de ce qu'est la conscience. Comment elle naît, et surtout, ce qui peut la faire disparaître. D'accord. Vous comprenez comment réparer la machine, mais pas comment lui donner vie, quoi. Exactement. Ensuite, seconde barrière, le corps humain. Pardon ? Eh bien, avoir un cerveau opérationnel est formidable, mais s'il n'y a pas de cœur pour l'irriguer, de poumons pour l'oxygéner, enfin, toutes les fonctions vitales assurées par le reste du corps, il ne sert à rien. Donc, pour prolonger l'existence le plus facilement possible, nous en avons déduit que... La porte de l'appareil s'ouvrit. Aileen n'avait même pas remarqué qu'ils avaient touché le sol. Cet engin est vraiment une merveille de technologie. Elle reporta son regard vers Terence, qui ajusta ses beaux cheveux blonds, coupés en carré, pour les passer derrière ses oreilles. « Bienvenue, Madame Gawain », dit un homme qui se tenait à l'extérieur. « Tout est prêt pour vous. » C'était un grand bonhomme très fin, aux bras si longs que lorsqu'il tendit l'un des 2 pour leur montrer le chemin, il prenait presque l'apparence d'une menthe religieuse. Il portait un jean et un simple t-shirt noir sur lequel était écrit « La science se fiche de ce que vous pensez ». Typiquement Silicon Valley, songea Aileen, qui questionna Terence du regard. « André, mon assistant. Un Français », ajouta-t-elle avec un clin d'œil et un sourire carnassier, avant de se rappeler à qui elle s'adressait et de retrouver son sérieux. « Allons-y. Attendez, vous étiez en train de me dire... Laissez tomber les explications, répondit-elle en quittant l'habitacle. Je vais vous montrer, vous comprendrez tout de suite. Ils s'engouffrèrent dans un immeuble par une petite porte de métal. Puis, de longs couloirs blancs se succédèrent, entrecoupés de cages d'escalier colorées avec tout aussi peu d'inventivité. Enfin, ils parvinrent devant 2 grandes vitres noires portant le nom et le logo de l'entreprise de Terence, ainsi que la mention « Zone d'accès restreint ». « Nous occupons une aile entière de ce bâtiment », dit la start-upeuse en dirigeant la paume de sa main vers une caméra qu'Aileen ne sut déceler. « Regardez vers le haut de la porte, s'il vous plaît. » Devant la mine perdue de la jeune femme, elle finit par ajouter « Identification biométrique à distance. On va utiliser plus de 200 marqueurs spécifiques, allant de la courbure de vos yeux à la taille, la position et l'aspect chromatique exact des microtaches que vous avez sur le visage. Tout ça pour vous reconnaître. Inviolable. » Aileen haussa les sourcils et leva la tête. Il y eut un claquement et les portes disparurent dans le mur. « Bienvenue chez Cortom Biotech, » dit Terence, visiblement satisfaite de son effet. « Comment se fait-il que votre système m'ait identifié ?» demanda Aileen. « C'est la première fois que je viens. On vous a créé un accès manuellement pour gagner du temps. »« Mais quand ?»« On s'est rencontrés il y a moins d'1 heure. » « La caméra de l'hélico a pris les mesures, » répondit laconiquement la start-upeuse. « C'est par ici. » Plus les minutes passaient, plus Aileen avait l'impression de s'éloigner de la réalité. De sa réalité. Celle du commun des mortels qui marchaient ou utilisaient leur voiture pour se rendre d'un point A à un point B et croyaient, peut-être stupidement, qu'il fallait bien disparaître un jour. En suivant Terence, qui avançait de plus en plus rapidement, ne parvenant plus à dissimuler son excitation, elle traversa de grands espaces ouverts où travaillaient des dizaines de scientifiques en blouse blanche. Perchés sur de hautes tables, qui rappelaient à la jeune femme celles des laboratoires de physique-chimie de son lycée. De temps à autre, elle longeait de petites salles vitrées, fermées par des sas faites de larges lanières plastiques. Celles-ci abritaient des savants aux airs de cosmonautes, manipulant divers matériels et contenants, avec une précaution qui inquiéta Aileen quant à ce qu'ils pouvaient bien renfermer. Enfin, Terence s'immobilisa devant une pièce similaire, aux vitres opaques cette fois, et qui était scellée par une porte imposante. « Vous êtes prête ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Oui,
D'autant plus que je ne sais pas à quoi m'attendre. L'autre ne put retenir un éclat de rire qu'elle étouffa aussitôt. Puis, elle adressa un coup de menton à son assistant, qui se précipita pour composer un code sur le clavier jouxtant l'ouverture. Lorsqu'elles pénétrèrent dans ce mystérieux endroit, Aileen se trouva face à une énorme machine, de la taille de 2 ou 3 armoires. Elle était composée de panneaux alvéolés dont la forme faisait penser aux ailes repliées d'un rapace, et d'une multitude de tubes convergeant dans de hauts cylindres remplis de liquide rosâtre pour l'un, translucide pour l'autre, qui se déversait dans un troisième. Celui-ci était plus petit, de la taille du torse d'Aileen, peut-être, et renfermait une matière gris-rose d'apparence visqueuse qui rappelait une éponge et occupait tout l'espace. Sous l'ensemble, 2 pistons allaient et venaient dans des canaux qui faisaient toute la largeur du dispositif, pompant les fluides qu'on voyait circuler dans les zones transparentes. « Mais qu'est-ce que... » murmura Aileen. La jeune femme fit un pas en arrière, ne comprenant pas ce qu'elle regardait. Elle fut immédiatement saisie et maintenue par Terence, qu'elle n'avait pas entendu fermer la porte, ni se faufiler derrière elle. « Ne vous inquiétez pas, » chuchota-t-elle à l'oreille de l'épouse de Brad. « Bonjour, Madame Gawain, » dit un homme adossé dans un coin de la pièce qu'elle n'avait pas encore remarqué. Aileen sursauta et se tourna vers lui. Il était mince, sans être fluet, de taille moyenne, avec une peau magnifique, appétissante comme un caramel doré, et un visage juvénile caressé par des boucles brunes, qu'on aurait cru moulées dans la cire tellement ses traits étaient parfaits. Il était vêtu d'un pantalon de toile marron et d'une chemise hawaïenne dont les accords de couleurs auraient fait baver de jalousie un arc-en-ciel. Lorsqu'il croisa le regard d'Aileen, il montra un sourire si blanc qu'on eût dit une publicité pour un dentifrice, et ses yeux joueurs se mirent à scintiller. « Je vais tout de suite répondre à la question qui vous brûle les lèvres, dit-il. »« Oui. » Le tube du milieu que nous appelons le Danimus abrite un cerveau. Et oui, c'est ce que nous proposons pour votre mari. Chapitre 5. L'épreuve. Mardi, 12h29. Avant qu'Aileen ait le temps de dire un mot, ou même de reprendre son souffle, l'homme se présenta. Il s'appelait Estevan Alves Cavalanti, avait cofondé Cortom avec Terence et, sans attendre que la jeune femme pose la question, confirma que oui, elle avait bien entendu. Cette machine accueillait et gardait en vie l'amas de neurones qui renfermait la personnalité de Barney, son chimpanzé, ses pensées, ses souvenirs, et ce petit on ne sait quoi qui était sa conscience. Il précisa même, en jetant un coup d'œil à la tablette qu'il avait entre les mains, qu'au vu des courbes énergétiques de son cortex, le chimpanzé, qui observait la scène grâce à des caméras, trouvait Aileen très à son goût. Jusqu'alors, celle-ci avait été plutôt fière d'encaisser cette avalanche de révélations debout grâce au soutien de Terence. Mais là, c'en était trop. « Il faut que je m'asseye », souffla-t-elle. Comme si elle avait lu dans son esprit, la start-upeuse avait fait apparaître une chaise dans son dos. La jeune femme s'y installa lentement, aussi dignement que possible. « Vous comprenez pourquoi il valait mieux que vous veniez en personne ?» demanda Terence. « Si je vous avais raconté tout ça, vous ne m'auriez pas cru. »« En effet, » répondit faiblement Aileen. « Prenez votre temps, » dit Estevan en s'approchant pour s'appuyer contre une table blanche au fond de la salle. « Vous passez certainement l'une des pires journées de votre vie, mais il est essentiel qu'on vous explique ce que nous faisons ici, pourquoi c'est révolutionnaire, et ce que nous avons en tête pour votre mari. Enfin, en tête, façon de parler, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Derrière Aileen, Terence soupira longuement. Pardonnez ces blagues à la con, il ne peut pas s'empêcher. Et effectivement, le jeune homme avait l'air fier de lui. C'est cela, plus que son humour, qui parvint à desserrer la mâchoire d'Aileen et à lui arracher un semblant de sourire. « Alors, dit-elle, vous me dites que ça, elle montrait le cylindre du milieu, c'est un être vivant ?»« Absolument, répondit Estevan en tournant son iPad. Et voici ce que voit Barney. L'objet affichait une image de la pièce observée depuis la machine.
Eileen tressaillit en scrutant la femme sèche, rude comme un bout de bois qui se fondait presque avec la chaise à la manière d'un phasme. Des larmes apparurent au coin de ses yeux, qui ne pouvaient accepter ce qu'elle était devenue. Sa gorge se noua et, avec un piaillement triste... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.